Bonsoir à tous, merci pour votre présence. Bienvenue à tous ceux qui sont ici dans cette salle et bienvenue aux personnes qui nous regardent derrière leur écran. On est en direct ce soir avec la télévision du lycée Louis-Vincent de Metz. Je remercie Olivier Palaise, le proviseur qui est à nos côtés. Et puis les équipes du lycée Louis-Palaise, du lycée Louis-Vincent. Non, ça sera dans quelques années quand... Merci à tous, bienvenue pour cette quatrième rencontre co-organisée par Démo et Débat et la coordination Nord-Mosellane de la Fête de la Science, représentée ici par Sonia Henry, quatrième table ronde qu'on organise autour de la thématique de la Fête de la Science. On sent après cette semaine un peu terrible qu'on a tous besoin d'intelligence. Je ne sais pas si on va tout résoudre ce soir, mais en tout cas, on a un super plateau. Je tiens d'abord à excuser Elisa Thévenet, qui a été obligée il y a 2 jours d'annuler sa présence pour des soucis personnels. C'est bien dommage. Ceci dit, vous pourrez trouver notamment le dernier numéro de la passionnante revue Futur ex-Uzbek Erika, qu'elle dirige. Le nouveau numéro est là en avant-première sur le stand de la librairie La Cour des Grands à Metz, qui est notre partenaire pour la soirée. Je voudrais remercier la ville de Thionville qui nous accueille et qui est notre partenaire depuis 8 ans maintenant. Excuser d'abord Pierre Cuny, le maire, et qui est représenté, j'ai vu Sandra Carr, mais je sais qu'il y a Marie-Michel aussi qui doit représenter ce soir le maire de Thionville. Je remercie le Crédit Mutuel des enseignants de la Moselle, qui, pareil, soutient Démo Débat. Remercier l'IUT de Thionville-Lutz qui a reçu cet après-midi le professeur J. Urfa sur une rencontre à tes côtés, Sonia, et remercier le lycée Charlemagne et Karine Mercier, qui a reçu Daniel Andler dans son lycée devant une marée de lycéennes et de lycéens. Merci à ses partenaires habituels. Je vous rappelle donc qu'il y a une librairie au fond avec tout un tas de sélection de livres sur la thématique et donc la revue Future et les livres de Daniel Andler qui les signera tout à l'heure. Sonia Henry pour quelques mots sur cette 4e édition de la Fête de la Science ensemble. Merci beaucoup. Oui, c'est ça, déjà la 4e édition de ces tables rondes et la 35e édition de la Fête de la Science. Donc cette année, la thématique, c'est intelligence au pluriel. Et pour ce soir, on a choisi d'explorer les intelligences avec 2 spécialistes du domaine et puis surtout nos 2 animateurs maintenant qui sont bien connus, Karine et Serge. Je vais aussi du coup me permettre de vous dérouler un petit peu les dernières animations qui sont programmées pour cette Fête de la Science qui se terminera le 13 octobre. Donc demain au beau jour, toujours en partenariat avec Démo et Débat, Karine recevra nos invités et proposera un café philo sur peut-on mesurer l'intelligence. Dimanche, à partir de 14h, au Parc U4 à Ucange, se tiendra le Village des Sciences, où on va accueillir des ateliers, des démonstrations, des spectacles scientifiques, un spectacle d'improvisation aussi scientifique, un escape game et des visites, notamment de Metafench, du Digital Lab, des jardins de transformation et du Haut-Fourneau. Et puis on terminera cette semaine de la Fête de la Science le lundi 13 octobre à 20h au cinéma La Scala, avec la projection du film On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain de Bertrand de Lapierre. C'est organisé dans le cadre du festival alimentaire et en partenariat avec le comité de jumelage Thionville-Gao. Je vais aussi remercier nos partenaires et nos financeurs. Donc, tu l'as dit, la ville de Thionville, la communauté d'agglomération Porte de France Thionville, la région Grand Est et la coordination régionale de la Fête de la Science, l'Université de Lorraine, l'association Démo et Débat, et puis mes collègues de la coordination. Je vous souhaite une bonne Fête de la Science. Longtemps a dominé dans le grand public une vision restreinte de l'intelligence, illustrée par les fameux tests de QI qui la réduisaient au raisonnement logique et abstrait et la réservaient aux humains les plus développés. Depuis, on a beaucoup enrichi sa compréhension, ce qui a conduit à en élargir les définitions, à en repérer des formes multiples. L'intelligence se dit aujourd'hui au pluriel,
On parle ainsi d'intelligence pratique, émotionnelle, corporelle, sociale. Et on semble la reconnaître plus largement. On évoque l'intelligence du bébé, des animaux, voire des plantes, et même des machines avec l'incontournable intelligence artificielle. Cette diversité des intelligences pose des questions passionnantes. À travers toutes ces manifestations, s'agit-il encore de la même intelligence ? Faut-il lui reconnaître au contraire des modalités et des degrés différents ? Et de quelle façon les autres intelligences, celles des animaux ou des machines, si elles existent bien, nous obligent-elles à repenser la nature de notre propre intelligence ? Pour explorer ensemble ces intelligences multiples et nous aider à y voir plus clair dans les questions qu'elles soulèvent, nous avons la chance d'accueillir pour cette table ronde 2 invités. Alors, je vais présenter Daniel Andler. Vous êtes mathématicien et philosophe. Vous avez été professeur de mathématiques plus d'une vingtaine d'années, puis professeur de philosophie des sciences, dans diverses institutions, à l'Université de Lille, de Nanterre, puis au CNRS. Et vous êtes aujourd'hui professeur émérite de la Sorbonne et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes un spécialiste reconnu des sciences cognitives. Vous avez publié de nombreux articles et ouvrages dans ce domaine, et notamment un livre important pour notre sujet de ce soir, qui s'appelle « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme », paru chez Gallimard en 2023 et que vous trouverez dans la librairie de ce soir. Voilà, nous aurons l'occasion de parler de ce livre tout à l'heure. Martin Gioffa, vous êtes un neuroscientifique spécialisé dans la cognition des insectes. Vos travaux ont été pionniers dans ce domaine. Vous avez mis en lumière les capacités d'apprentissage des abeilles et vous avez ainsi révolutionné l'approche de l'intelligence animale. Vous avez enseigné et mené vos recherches dans de nombreuses institutions, à Berlin, à Toulouse et aujourd'hui à l'Institut de biologie de la Sorbonne. Vous êtes l'auteur de nombreux articles et vos travaux ont été salués et récompensés internationalement. Alors on va passer aux questions. Donc on va d'abord poser des questions à nos invités et à la fin de la table ronde, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Donc il ne faudra vraiment pas hésiter. Et si vous avez des questions, retenez-les pour la fin. Alors pour y voir plus clair, évidemment, il faut d'emblée s'attaquer à la tâche délicate de définir l'intelligence. Voilà. Donc on va vous demander à chacun d'entre vous, qu'est-ce que l'intelligence selon vous ? Et que pensez-vous de ce S rajouté au mot intelligence pour le thème de cette année ? Est-ce que vous pensez qu'il faut reconnaître plusieurs formes d'intelligence ou bien que c'est la même intelligence derrière une pluralité de manifestations ? Voilà, alors qui veut commencer ? Bon, merci pour l'invitation. Merci à tous d'être ici. Alors, je crois qu'il faut faire un petit peu de nettoyage de la situation verbale. C'est une expression de Valéry. Il faut se rendre compte que intelligence, c'est un terme du langage courant. Donc, selon le contexte, selon le moment, l'occasion, etc., ça désigne des choses qui sont peut-être pas nécessairement connectées ou comprises de la même manière. Et ce que nous faisons, nous, philosophes et scientifiques, c'est d'essayer de distinguer dans ce nuage, en quelque sorte, d'acception, des sens plus restreints qui nous paraissent intéressants parce ils sont, disons, féconds sur le plan conceptuel. C'est-à-dire qu'en approfondissant ces usages-là, on va tomber sur quelque chose d'un petit peu solide à étudier pour échapper un petit peu à ce flou artistique qui est parfaitement normal et qui n'est pas répréhensible, mais qui empêche d'avancer. Bon, ça, c'est juste comme ça une petite remarque méthodologique préliminaire. Alors, j'ai ma propre idée de ce qu'est l'intelligence, qui n'est pas, qui n'est pas reconnue, en quelque sorte, vous n'allez pas la trouver dans les manuels, mais je vais vous dire ce que vous allez trouver dans les manuels, je pense, concernant l'intelligence humaine. La plupart des psychologues aujourd'hui, parce qu'il y a une spécialité de psychologie scientifique
qui avait démarré très fort dans ce pays, grâce notamment à la question du QI, qui est une question et une orientation beaucoup moins stupide qu'on le dit généralement. Il est facile de dire que le QI ne mesure que ce qu'il veut bien mesurer, c'est-à-dire la capacité de passer des tests de QI. C'est joli, ça fait sourire les gens, mais ça donne pas du tout l'idée de la richesse et de la fécondité de la notion de QI telle qu'elle a été, malgré tout, énormément élaborée. Mais là, je m'égare, c'était juste pour dire qu'en France, au début du XXe siècle, s'est développée une théorie scientifique de l'intelligence, qu'ensuite, ça a plus ou moins disparu, notamment au moment où les sciences cognitives, dont Karine vient de parler, ont émergé. Elles ont décidé que la notion d'intelligence n'était pas très utile, qu'au fond, intelligence, ça désignait l'ensemble des processus neurocognitifs, l'ensemble des processus mentaux, si vous voulez, à différents niveaux de description, neurale ou psychologique, fonctionnelle, etc. Et qu'on n'avait pas vraiment besoin de la notion d'intelligence. Et je me souviens d'une réunion à Paris il y a, je sais pas, à peu près 25 ans, où le grand spécialiste de la psychologie de l'intelligence, qui est une discipline qui est renée, si je puis dire, je ne sais pas si on a le droit de renaître, mais enfin, elle est renée il y a à peu près 25-30 ans. Et donc, le pape de cette renaissance de la théorie de l'intelligence, qui s'appelait Robert Sternberg, qui est un monsieur très, très impressionnant, professeur à Yale, tout ça. Et il est entré dans une salle pleine de gens qui faisaient comme moi des sciences cognitives. Et il a demandé qui pense que l'intelligence est une notion intéressante. Il s'attendait parfaitement à la réponse et tout le monde a dit non. Et puis ensuite, il nous a prouvé qu'on exagérait, qu'en fait, c'est une notion intéressante. Alors, la psychologie de l'intelligence, nouvelle manière, converge à peu près sur l'idée suivante. L'intelligence, c'est la capacité de résoudre des problèmes. Alors, de résoudre des problèmes qui sont plus ou moins difficiles, il y a des degrés d'intelligence, il y a des familles de problèmes, il faut que ces problèmes soient variés, il faut que ces problèmes puissent être résolus rapidement ou avec des solutions meilleures, etc. Mais fondamentalement, c'est l'idée que l'intelligence consiste à résoudre des problèmes. Alors ensuite, il faut demander qu'est-ce que ça veut dire que résoudre des problèmes, et donc on entre là dans une longue conversation. Donc ça, c'est la théorie officielle. Mais je vais peut-être garder ma théorie à moi pour la fin. Vous aurez l'occasion d'en parler. Donc oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. On parle d'intelligence et on parle de capacité à résoudre des problèmes. Après, c'est vrai que pour le scientifique qui essaye rendre ce concept opérationnel, quelque part, à partir d'expériences qui montrent ceci ou cela, je pense que parfois il est plus utile de parler de comportement intelligent dans un contexte particulier où des expériences permettent de cerner un problème et la capacité à résoudre ce problème d'une espèce animale, par exemple, que parler d'intelligence en termes génériques. Parce qu'il faut aussi penser que cette capacité à résoudre des problèmes va être fortement biaisée ou fortement affectée par la biologie de l'espèce considérée. On ne peut pas demander à une certaine espèce de résoudre un problème si dans ses perceptions du monde, dans sa sensorialité, ce qu'on lui présente n'a pas de sens ou est difficilement perceptible. Au contraire, donc, on peut arriver à des conclusions absolument bizarres, comme je me souviens, une fameuse expérience qui montrait que des rats avaient une certaine difficulté pour résoudre un labyrinthe, mais si on plaçait des guêpes dans le même labyrinthe, elles avaient la capacité de résoudre très vite, tout simplement parce qu'en volant, elles arrivaient à avoir une perception plus facile de l'ensemble du problème qu'un animal qui est entre des parois. Donc ça ne veut pas dire que forcément la guêpe est plus intelligente que le rat, mais ça veut dire que, encore une fois, la biologie de l'espèce, la façon dont elle perçoit le monde, la façon dont elle bouge dans ce monde-là, va affecter clairement la résolution de ces problèmes. Et donc, parler de comportement intelligent est peut-être aussi pertinent. Ben alors du coup, sur le pluriel, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur le pluriel, il y a beaucoup de choses à dire. Je dirais que, d'abord, le pluriel, ça s'est appliqué à l'intelligence humaine au moment où un chercheur américain du nom de Howard Gardner,
qui était très malin, qui d'ailleurs existe toujours, il est resté très malin, mais il a fait un vrai carton en distinguant des formes d'intelligence. Alors au début, je crois qu'il y en avait 6 ou 7, puis il en a ajouté quelques-unes, donc on est aux alentours de 10. Alors donc il y avait l'intelligence émotionnelle, Karine l'a mentionné, d'autres formes d'intelligence. Alors, de manière peut-être un peu dogmatique, je vous livre le jugement général de la communauté des sciences cognitives sur cette théorie des intelligences multiples. Il est négatif. Ces intelligences, on peut toujours dire oui que tel enfant semble particulièrement doué pour la musique et assez nul pour les maths, ou qu'il a une intelligence spatiale mais n'a pas je ne sais quelle autre forme d'intelligence. En réalité, ça ne correspond pas à ce qu'on appelle parfois des espèces naturelles, c'est-à-dire quelque chose de stable, qui peut être facilement caractérisé au niveau développemental, au niveau neural, au niveau de l'apprentissage, etc. Alors, encore une fois, comme je disais au début, personne n'est propriétaire de la notion d'intelligence. Si vous voulez dire d'un enfant très doué en musique, par exemple Mozart, il devait avoir une sacrée intelligence musicale, n'est-ce pas? Oui, ça paraît à peu près évident. Vous n'avez rien, en fait, ajouté à l'idée simplement qu'il est doué en musique et d'autres sont plus doués en maths que lui, etc., etc. Donc, cette idée d'intelligence multiple ne me semble pas finalement très utile sur le plan, ne fait pas vraiment avancer la connaissance au-delà de constatations de bon sens, à savoir que les enfants et les adultes sont différemment doués dans différents types d'activités. Si on prend par exemple une approche comparative entre espèces, par contre, c'est peut-être là où ça pourrait devenir intéressant, parce qu'au sein d'une espèce, effectivement, la notion pourrait être peu intéressante. Dans une approche comparative, par exemple, on pourrait arriver à des conclusions tout à fait contrastantes par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, à la capacité à résoudre des problèmes présents ici et pas là. Donc à ce niveau-là, peut-être qu'effectivement, on peut arriver à des conclusions sur des biais biologiques qui déterminent que ceci soit possible ici, mais pas là. Et donc à ce niveau-là, peut-être que ces notions plurielles pourraient éventuellement, pour moi en tout cas, avoir un intérêt. Mais effectivement, il faut voir cas par cas. Une question à Daniel Handler. On parle beaucoup d'intelligence aujourd'hui, la preuve, nous sommes tous là. On s'émerveille devant les prouesses de l'IA, l'intelligence artificielle. On s'en inquiète parfois en pensant qu'elle peut présenter un risque de régression de notre propre intelligence humaine. Et encore, on s'intéresse à ce que les neurosciences nous révèlent sur le fonctionnement de notre cerveau. Et là, je voudrais proposer une question. Y a-t-il une différence à faire entre neurosciences et sciences cognitives ? Ah, c'est une vaste question. Je dirais, il y a à la fois un aspect de polémique et puis il y a un aspect où on peut prendre du recul et regarder les choses un petit peu tranquillement. L'aspect de polémique, c'est que quand on défend les neurosciences et l'idée que les neurosciences sont un peu la discipline reine, parce que au fond, ce qu'on sait, et on le sait depuis Aristote, c'est que la cognition, notre capacité donc d'avoir une vie mentale organisée, fonctionnelle, qui nous permet de coordonner nos mouvements, de retrouver le chemin de notre salle de bain quand on est chez nous, de parler, de comprendre ce qu'on dit, de raisonner, de calculer, etc. Tout ça, finalement, ça résulte du cerveau. Et le cerveau, c'est du solide, c'est du vrai, c'est de l'objectif. Et que, donc, il faut regarder le cerveau si vous voulez savoir comment on fait 2 + 2 = 4. Alors,
c'est certain que quand le cerveau, et c'est certainement pas devant mon collègue neurosciences, j'ai un immense respect pour les neurosciences, j'ai un respect un petit peu moins immense pour les gens qui disent il n'y a de scientifique que ce que peut découvrir le neuroscientifique avec ses instruments. Ça, je trouve que c'est un peu de l'impérialisme, si vous voulez. C'est un peu réductionniste aussi, et que ça n'a pas lieu d'être. On doit laisser les sciences cognitives tirer leurs ressources des différentes disciplines concernées à différents niveaux de description. Si vous les regardez très rapidement, la question du réductionnisme, supposez que vous vouliez comprendre ce qui se passe dans votre ordinateur quand vous lui demandez de faire un tableur, de passer tout un texte en italique, de faire une table des matières de votre bouquin, etc. Qu'est-ce qui va être le niveau pertinent? Qu'est-ce qui va vous aider à comprendre, à corriger, à réparer, etc. C'est pas le niveau de l'électronique. C'est pas le bon niveau. C'est beaucoup trop compliqué. On n'y comprend rien quand on analyse un ordinateur au niveau électronique. Vous allez dire, ben voilà, il y a un programme. Vous allez vous réfléchir à la notion d'algorithme, de commande, de compilation. Vous allez parler le langage de l'informatique. C'est le bon langage pour expliquer ce qui se passe dans l'ordinateur. C'est la même chose pour les capacités cognitives humaines. Donc moi je dis, les neurosciences, dès qu'elles peuvent apporter quelque chose grâce à l'imagerie, grâce à la neuroscience computationnelle, grâce à neurosciences expérimentales, grâce aux neurosciences comparées, etc., c'est formidable. Mais il y a toutes sortes de questions qu'on ne va pas régler, en tout cas pas tout de suite au niveau des neurosciences, ne serait-ce que parce que les neurosciences ont encore beaucoup de progrès à faire pour décrire complètement les processus proprement cérébraux. Donc les neurosciences, moi je parle de sciences cognitives en général. Certains confrères exigent ou nous incitent à parler de neurosciences cognitives pour bien indiquer que les neurosciences, c'est ce qu'il y a de plus sérieux, de plus fondamental, de plus scientifique. Moi, je trouve ça inutile. Je continue de parler de sciences cognitives avec une ouverture générale sur toutes les disciplines. Alors, à propos d'ouverture générale, je dois mentionner néanmoins que les sciences cognitives en France se sont constituées vers la fin des années 60, au début des années 70, et qu'il y a eu une association pour la recherche cognitive qui était la première société savante en France sur les sciences cognitives. Et dans le manifeste de cette société savante, il était dit que les sciences cognitives excluaient les neurosciences. Parce que justement, la crainte d'être en quelque sorte rabaissé au niveau de description des neurones, du fonctionnement du cerveau, faisait qu'il craignait en quelque sorte ce réductionnisme. Mais c'était une réaction tout à fait stupide. Il faut bien entendu laisser les neurosciences entrer dans les sciences cognitives, ce qu'elles ont largement fait depuis. Oui. Et du coup, vous, Martin Jurfa, qui êtes spécialiste de neurobiologie et de neuroéthologie, est-ce que vous faites une différence entre neurosciences et cognition animale ? Donc, je pense que ce qui est important de dire, c'est que les neurosciences en elles-mêmes ou la neurobiologie en elle-même ne peut pas forcément s'attribuer l'explication de phénomènes cognitifs en soi. Donc, ce n'est pas parce que vous regardez la modification de certaines synapses ou ce n'est pas parce que vous regardez l'activation de certaines régions cérébrales que vous avez une réponse sur la cognition de tel ou tel. Ce qui doit avoir en amont, à la base de tout, c'est une tâche cognitive. Et c'est là, par exemple, où les sciences cognitives sont extrêmement importantes pour la conception de ces tâches-là. Et le couplage de ces tâches avec des analyses neuronales peuvent effectivement donner des informations sur où et comment dans le cerveau ceci se fait. Mais s'il n'y a pas à l'origine la tâche cognitive que l'on veut étudier, la quantification d'un problème, la résolution d'un problème, les neurosciences en elles-mêmes ne peuvent pas être informatives. Donc c'est pour ça que le couplage des deux est absolument fondamental. En plus, on dira que, vu la complexité du phénomène, une discipline comme les neurosciences ne peut pas prétendre à elle toute seule d'expliquer ce phénomène cognitif qui est extrêmement complexe. Il faut la contribution de différentes disciplines et c'est pour ça que la compréhension du cerveau et de ses capacités est
par définition, demande une approche pluridisciplinaire. Absolument. Si l'on parle beaucoup d'intelligence aujourd'hui, c'est notamment à cause de l'incontournable intelligence artificielle. Alors, Daniel Handler, avant de nous expliquer peut-être un peu plus tard quelle est votre position à ce sujet, pourriez-vous commencer par nous rappeler en quelques mots comment est née cette expression d'intelligence artificielle ? Que voulait-on dire par là et quelle était l'ambition de ce domaine de recherche ? Ça rejoint un peu ce dont on a parlé cet après-midi, mais il faut bien en parler un peu. Il faut bien en parler. Donc, l'intelligence artificielle donc, est née à partir du moment où un logicien anglais du nom de Alan Turing, dont beaucoup d'entre vous avez entendu parler certainement, s'est demandé comment un être humain idéalement décrit calcule. Comment est-ce qu'il calcule ? Comment est-ce qu'il fait 2 plus 3 ou 4 fois 18 ? Il a fait une sorte d'analyse conceptuelle de ça en la réduisant en quelque sorte à son essence, à son squelette. Cette réflexion l'a amené à créer sur papier le premier exemplaire, en quelque sorte, le premier exemple de ce qu'on allait appeler plus tard ordinateur. Et donc, il est parti d'une description idéale du calculateur humain, l'a transformé en un schéma général de l'ordinateur. Donc ça, on est en 1935, 1936, 1937. Après quoi, quelques années plus tard, les Américains et les Anglais ont pensé que ce serait formidable d'avoir des calculateurs qui calculent plus vite, c'est-à-dire qui traitent des... On avait déjà donc depuis longtemps des pascalines pour faire des additions. C'était d'ailleurs, ça va beaucoup plus vite de le faire à la main que de le faire à la pascaline, mais bon. Mais là, il s'agissait d'aller beaucoup plus vite sur des opérations beaucoup plus complexes. On en a eu besoin pour calculer la trajectoire des missiles et aussi pour créer la bombe atomique. Donc on a mis au point les premiers ordinateurs qui étaient des machines militaires absolument gigantesques, etc. C'est toujours pas l'intelligence artificielle, là, c'est juste la fabrication, la conception et la construction de calculateurs, tout simplement de calculateurs au sens habituel du terme. C'est des machines qui font des calculs, c'est-à-dire qui manipule des nombres à toute allure. Donc s'il faut multiplier 2 matrices 100 sur 100, ou mettons 2 nombres de 15 000 chiffres chacun, ce qui peut être nécessaire parce qu'on cherche des choses extrêmement précises, eh ben, le calculateur peut le faire, l'être humain ne peut pas le faire. Donc on a automatisé le calcul. Et ensuite, quand on est sorti de cette problématique purement militaire, si vous voulez, et que les premiers ordinateurs sont sortis des laboratoires militaires pour entrer dans les laboratoires universitaires, quelqu'un a eu une idée, c'est qu'au lieu de manipuler seulement des nombres, il pourrait même manipuler des symboles. C'est-à-dire, de la même manière que 5 est un symbole qui désigne le nombre 5, de la même manière, un nombre quelconque, un code quelconque, comme un jeton, si vous voulez, un jeton quelconque peut représenter quelque chose d'autre. Et de cette manière-là, on a pu, disons, imaginer un calcul de la pensée, pas seulement un calcul des nombres. C'est-à-dire, on passe simplement d'une classe d'arithmétique, si vous voulez, à une classe d'histoire-géographie ou de sociologie ou de philosophie ou de tout ce que vous voudrez. Tout, finalement, peut se coder, ça c'est la grande idée du codage, tout peut se coder par des nombres, par des 0 et des 1, comme on dit, tout le monde dit ça, par des 0 et des 1, et à partir du moment où tout peut se coder par des 0 et des 1, y compris des pensées complexes qui n'ont rien à voir avec l'arithmétique, on s'en fiche complètement, qui ont à voir avec tous ceux dont on s'occupe en réfléchissant, eh bien, on peut faire ça par une machine, par un ordinateur. Les mêmes ordinateurs considérés à l'origine comme simplement des calculateurs deviennent des calculateurs de pensée, si vous voulez. Et donc, arrive l'idée
Et l'année fétiche, c'est 1956. Vous voyez, on n'est pas 1936-37. Les premiers ordinateurs militaires, 1944-1945. Et l'idée générale d'intelligence artificielle arrive en 1956, en fait un petit peu avant. Et donc, en 1956, se réunissent un certain nombre d'informaticiens, philosophes, linguistes, logiciens, etc., à Dartmouth, qui est un petit campus américain. Et ils ont dit, il y a quelque chose à faire, qui était le projet de l'intelligence artificielle, dont vous connaissez à peu près l'état actuel, on y reviendra peut-être. Et ils se sont demandé comment on allait appeler cette nouvelle discipline du calcul sur les pensées, pour le dire rapidement. Et certains ont proposé traitement de l'information complexe. Les gens ont dit ça, c'est pas très vendeur. Et là, quelqu'un d'autre a dit on n'a qu'à appeler ça intelligence artificielle. Et le projet de l'intelligence artificielle, en réalité, très vite s'est subdivisé en deux faces, si vous voulez, deux faces de Janus. Une phase, c'est tout simplement de recréer sur machine une intelligence sans guillemets. La même intelligence qui est produite par les cerveaux serait désormais produite par des ordinateurs convenablement programmés. Ça, c'était, disons, l'ambition prométhéenne de l'intelligence artificielle. Pourquoi prométhéenne ? D'abord parce qu'on volait à la nature ou à Dieu le secret de l'intelligence humaine, qui n'est quand même pas rien. Parce que la pensée humaine, c'est ce qu'il y a de plus beau, en un certain sens. On l'a longtemps pensé. Et donc on volait à la nature ce secret qu'elle avait pour reproduire cette intelligence sur des ordinateurs, prométhéenne aussi parce que ça transformait tout. Si on pouvait faire ce que nous faisons, nous, avec notre cerveau, éventuellement collectif, si on peut le faire par une machine, évidemment, il y a quelque chose d'absolument colossal dans ce projet. Mais très rapidement, cette ambition très générale de l'intelligence artificielle, c'est, fractionnée, devenue plus modeste, et il s'agit justement de créer des algorithmes ou des ordinateurs, des programmes qui vont résoudre des problèmes un à un. Donc on va avoir un problème de jeu d'échecs, un problème de jeu de dames, un problème de tour de Hanoï, un problème d'organisation du ramassage des ordures à Thionville, etc., etc. Et donc c'est comme ça que l'intelligence artificielle s'est développée, avec à la fois cette idée qu'on allait reproduire l'intelligence humaine, au sens le plein du terme, sans guillemets, mais aussi l'objectif peut-être plus modeste et plus réaliste d'automatiser la résolution d'un certain nombre de problèmes. Merci, vous aurez l'occasion de développer après. Martin Jurfa, vous êtes spécialisé donc de la cognition animale et particulièrement des invertébrés. Vous avez beaucoup travaillé sur les abeilles, pas que, mais sur les abeilles. En quoi peut-on dire effectivement que les abeilles sont intelligentes et qu'avez-vous découvert à l'occasion de vos recherches ? Donc, je pense que ce qui était intéressant, c'est d'avoir quelque part casser ou être sorti de la notion d'apprentissage simple et élémentaire qu'on croyait exister chez la plupart des animaux, en particulier les insectes. Je veux dire par là, ce qui était évidemment conçu et connu depuis longtemps, c'est que pratiquement tous les animaux, y compris les plus simples, sont capables d'apprendre des simples liens associatifs. Je veux dire par là, par exemple, que la situation A veut dire récompense et la situation B veut dire au contraire punition. Donc couleur jaune, récompense, couleur bleue, punition. Et ça, effectivement, ça a été archi étudié, etc. Et archi prouvé que la plupart des insectes sont capables d'apprentissage très simple comme cela, comme bien d'autres animaux, logiquement. Mais à un moment donné, ce qu'on a commencé à faire, c'est poser la question autrement. Est-ce qu'au-delà de ces apprentissages simples, il y aurait autre chose ? Et c'est là, par exemple, qu'on s'est tourné, c'est juste un exemple, hein, puisque vous me demandez de certaines choses qui ont été faites, vers ce qu'on appelle l'apprentissage de règles conceptuelles. Donc, l'apprentissage de règles conceptuelles, c'est un phénomène très très élaboré et d'ailleurs justement en psychologie cognitive une question typique est à partir de quel âge un enfant est capable d'apprendre une telle règle conceptuelle. Et je m'explique tout simplement en vous donnant un exemple parmi bien d'autres, hein. C'est ce qu'on appelle la règle conceptuelle d'équivalence. Je vais montrer au sujet un objet, par exemple le microphone.
Et puis, juste après, je montre au même sujet le microphone et un verre. Et là, le sujet doit faire un choix entre les deux, sachant qu'un choix sera correct et l'autre non. Ayant montré le microphone avant, le choix correct, c'est de choisir le microphone. Pourquoi ? Parce que la règle sous-jacente au problème, c'est choisis ce que je t'ai montré auparavant, indépendamment de ce que je t'ai montré. C'est-à-dire que juste après, je vais changer tous les objets, tout le temps. Je montrerai un livre et ensuite une carafe d'eau, je montrerai un téléphone portable et un portefeuille, etc. Jusqu'au moment où la personne comprend, ah oui, peu importe l'objet, peu importe sa forme, peu importe sa taille, sa couleur, etc. Ce qu'il faut comprendre pour résoudre le problème, c'est qu'il faut que je choisisse ce qui a été montré précédemment. Donc on est à un niveau d'abstraction qui nous, quelque part, nous fait partir de l'objet lui-même pour aller vers une règle qui se situe au-dessus de l'objet particulier. Et donc on a fait ces expériences, donc à un moment donné, et montré que ces petits insectes étaient capables de résoudre de façon très 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 efficace ce type de règles. Donc là où par exemple il fallait entraîner, parce que évidemment on croyait que ce type de règle était prérogative de certains primates, là où il fallait entraîner pendant 6 mois un macaque pour apprendre ce type de problème, eh bien une abeille, une journée d'entraînement, effectivement, donc arrivait à capter la règle et transférer donc son choix dès qu'on présentait des situations nouvelles, des stimuli nouveaux, etc. L'animal appliquait la règle et répondait correctement. Donc à partir de là, donc effectivement, il y a eu toute une sorte de révolution parce que on a compris que c'est pas des êtres frustres, pour ainsi dire, c'est pas des êtres avec des capacités d'apprentissage limitées ou rudimentaires, mais on peut aller vraiment vers ce type de résolution de problèmes. Et on a montré plein d'autres choses comme la capacité à compter. Par exemple, il y a un sens de ce qu'on appelle la numérosité, c'est-à-dire le sens numérique. Ces animaux comptent, par exemple. D'autres insectes aussi, récemment, la drosophile a été ajoutée aux insectes qui sont capables de compter aussi. C'est vrai que c'est une capacité de compter, entre guillemets, limitée pour notre perception, puisque, par exemple, les abeilles s'arrêtent à 5, mais elles peuvent compter certainement jusqu'à 5. Ça a été montré d'ailleurs en utilisant cette fameuse règle d'équivalence. On leur montrait, par exemple, 3 disques jaunes à l'entrée d'un labyrinthe, puis il fallait qu'elles choisissent entre 2 situations par la suite. Par exemple, 2 disques bleus contre 3 disques bleus. Vous voyez que ce n'est pas la même couleur, ce n'est pas la même forme, mais il fallait que l'animal comprenne, ah oui, puisque j'ai vu 3 à l'entrée, il faut choisir 3 par la suite. Et les animaux apprenaient donc et montraient cette capacité de compter les objets qui leur étaient présentés. Et donc on a montré par là qu'ils comptaient, et je disais que bon, ils comptent jusqu'à 5, et c'est pas pour autant qu'il faut les regarder de façon péjorative, parce que la capacité à compter a été montrée aussi chez des primates, par exemple, ils s'arrêtent certains à 7, donc c'est pas si mal que ça, finalement, quand on est un tout petit insecte. Est-ce que je peux enchaîner très rapidement par une remarque ? Une des choses les plus vraiment merveilleuses qu'ont révélé donc ces recherches et les recherches sur les enfants en psychologie du développement, c'est que toutes sortes de capacités qui semblaient réservées, disons, aux êtres humains ou éventuellement aux adultes ou aux grands-enfants, etc., sont en fait présentes dans l'espèce humaine chez des tout petits enfants, des enfants parfois qui n'ont que quelques semaines ou voire quelques jours de vie. C'est prodigieux. Et ce sont des expériences, là, le collègue vient de parler de ce type d'expérience absolument merveilleuse, d'une ingéniosité extraordinaire. On est très très loin de la psychologie, disons, de sens commun, où au fond, vous et moi, on est tous de bons psychologues, on n'a pas vraiment besoin d'études très scientifiques. Mais là, on est complètement ailleurs, parce que on découvre des choses qui échappent complètement au sens commun, qui sont contraires au sens commun. Comment est-ce qu'un bébé de quelques jours peut identifier, par exemple, la langue de sa mère ? C'est-à-dire, il se trouve que la mère passe par l'arabe à son enfant. Il arrive quelqu'un à la maternité qui parle arabe. L'enfant va se rendre compte que c'est la langue de sa mère. C'est inouï. Et les tout-petits peuvent également compter, exactement comme l'a dit mon collègue à l'instant. Et donc on a la même chose dans l'univers animal. On pensait qu'il n'y avait que les grands singes, et puis ça descend jusqu'aux abeilles et même à des organismes encore plus simples. Et beaucoup de choses que les êtres humains font
Les capucins le font aussi, ces petits singes les font aussi, et pratiquement presque tout ce qu'on peut faire, les capucins peuvent le faire. Alors où est la différence finalement de l'intelligence humaine par rapport à tout ça ? Je pourrais ajouter un autre exemple qui me paraît particulièrement frappant par rapport à ce que dit mon collègue, c'est que une des capacités typiques associées au sens du nombre, c'est ce qu'on appelle la ligne mentale numérique, c'est-à-dire le fait que nous tendons à aligner les nombres du plus petit au plus grand, de gauche à droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça a été montré par un collègue et ami, Stanislas Dehaene, que cette ligne numérique existe. Et effectivement, il y a toujours eu un grand débat sur l'importance de l'aspect culturel par rapport à l'existence de cette ligne numérique, parce qu'effectivement, on peut argumenter que c'est comme ça qu'on nous apprend à écrire. 1, 2, 3, 4, c'est pour ça qu'on aligne les nombres comme ça. Or, donc, ce qui est intéressant, c'est que déjà certaines expériences qui ont été faites, par exemple, chez des poussins, montrer que aussi ces animaux donc alignaient les quantités de la même façon. Comment ça a été fait ? Eh bien, par exemple, on entraîne un poussin à aller vers un nourrisseur et devant le nourrisseur, on met un panneau avec, je sais pas, 4 objets et puis il arrive, il n'y a plus le panneau central avec les 4 objets, mais il y a 2 panneaux identiques de chaque côté avec 1 et 1. Et pour voir s'il a une tendance à aller plutôt du côté droit et côté gauche. Et en faisant ce type d'expérience, donc on a vu que effectivement ces poussins vont, si le nombre est plus petit que la référence qu'il a utilisée, le nombre plus petit, ils vont à gauche, alors que si le nombre est plus grand, ils vont à droite. Et cette même expérience, exactement la même expérience, a été faite, on l'a faite chez les abeilles récemment. Avec le même principe, les entraîner sur un nombre de références et puis tester des quantités identiques de chaque côté, mais à gauche et à droite, et on a montré la même chose, c'est-à-dire que pour des plus petites quantités, elles vont à gauche, et pour des plus grandes, donc à droite. Donc elles ont tendance aussi à avoir cet alignement des nombres, ce qui montre que, certes, la culture peut jouer un rôle, parce que c'est clair, et effectivement, chez certaines cultures qui apprennent à écrire à l'envers que nous, cette fameuse ligne mentale numérique est un peu nuancée, voire disparaît. Mais il est clair qu'à la base, il y a des bases biologiques. Aujourd'hui, on pense que c'est lié à la latéralisation des hémisphères qui permet de traiter, par exemple, des fréquences élevées plutôt d'un côté que de l'autre, et qui peuvent expliquer la présence de ces faits-là. Ce n'est pas juste la culture, il y a un effet effectivement, mais il y a aussi des événements de base biologique très importants pour ce type de manifestation. Très bien. Avant d'aller plus loin dans les questions, je voudrais juste que vous rappeliez la différence en quantité de neurones entre une abeille et un humain. Donc, le cerveau humain, donc il y a un débat, c'est entre 90 et 100 milliards de neurones à peu près, et un cerveau d'insecte, c'est très variable parce que tout dépend de l'insecte que vous prenez. Vous m'avez posé la question pour les abeilles, donc il n'y a même pas 1 million, il y a 950 000 neurones, donc c'est un cerveau qui fait 1 mm3 à peine, hein. Donc, alors que le nôtre fait à peu près 1300 cm3 en termes de volume. Donc, et effectivement, c'est pas pour autant que ces cerveaux sont limités. Avec tous les exemples que je vous ai donnés, vous voyez qu'il y a capacité à résoudre des problèmes de façon très élaborée, même avec 1 mm3 de cerveau. Donc, ce n'est pas tant la quantité de neurones qui peut-être est déterminante. Certes, si on a plus de neurones, on peut avoir des circuits récurrents, etc., qui peuvent aider à bien d'autres choses. Mais peut-être que ce qui est intéressant, c'est qu'avec peu de neurones, quels sont les circuits de base qui permettent de faire telle ou telle tâche. C'est ça c'est la question qui rend la chose fascinante. Daniel Handler, pour reprendre l'analyse que vous faisiez tout à l'heure à propos de la recherche en intelligence artificielle, entre les deux phases dont vous parliez, c'est-à-dire la phase qui avait l'ambition de redoubler vraiment l'intelligence, de reproduire intégralement l'intelligence humaine, et l'autre phase beaucoup plus modeste. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi dans votre ouvrage « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme », vous écrivez qu'un système d'intelligence artificielle, un système artificiel intelligent, au sens humain du terme, est un concept incohérent. C'est-à-dire vous niez qu'une machine puisse être intelligente au sens humain. Pourquoi ? Oui, alors je ne me souviens pas d'avoir dit ça exactement de cette manière-là, mais vous devez sûrement avoir raison. Oui. La citation J'ai la est là. page. D'accord. Alors, mon idée générale, c'est que, là encore, il faut revenir sur cette idée qu'il n'y a pas une sorte d'essence, il n'y a pas écrit au ciel là, des significations des termes.
un sens de l'intelligence que je serais le seul, par exemple, à percevoir. Mais ce qui me paraît important, c'est d'essayer de remonter de manière un peu conceptuelle à la notion d'intelligence au sens de ce qu'elle sert à faire. D'abord, sur le plan évolutionnaire, et ce n'est pas Martin qui va le contester. D'ailleurs, j'ai eu du mal à me souvenir du nom de Martin, et vous savez pourquoi? Parce que c'est le nom de mon frère aussi. Donc il y a eu un croisement qui m'a empêché d'avoir l'accès sémantique au nom de mon collègue. Non, mais ça, c'est simplement un petit exercice pratique de sciences cognitives. Alors, je reviens à mon idée. C'est que la fonction principale, centrale, dominante de l'activité mentale, que ce soit de l'être humain ou que ce soit d'autres espèces animales, et pour ça l'exemple animal m'a beaucoup servi à avancer dans cette question, c'est de survivre, de se sortir des situations dans lesquelles il se trouve. C'est ça, en soi, résoudre un problème, ça n'est juste qu'un moyen en vue d'une fin. La fin, c'est se sortir le moins mal possible de la situation, éviter d'être mangé par un prédateur, pouvoir se reproduire, pouvoir se nourrir, pouvoir s'orienter dans un environnement variable. Les animaux, par définition, sont toujours dans un environnement variable parce qu'ils se déplacent. Et donc, ça exige une habileté, si vous voulez, cognitive, tout à fait singulière. Et donc, pour moi, l'intelligence, c'est fondamentalement la capacité de se sortir d'une situation. Et peut-être je peux dire quelques mots sur ce que je pense être une situation et pourquoi ça se distingue d'un problème. Parce que les gens vont dire « Oh là là, il change le vocabulaire, mais il parle de la même chose ». Pour moi, un problème, c'est quelque chose qui est, si vous voulez, posé devant l'élève, un problème scolaire. On lui demande de résoudre un problème mathématique, de faire 43 fois 68. 43 fois 68, c'est le même problème pour tout le monde. La solution est la même pour tout le monde. Vous pouvez le faire d'une manière ou d'une autre manière, quelqu'un peut le faire, quelqu'un d'autre peut le faire à d'autres moments, etc. Donc, c'est quelque chose d'objectif où dis-vous, de poser de manière, en quelque sorte, idéalement, sans ambiguïté. Donc, voyez de manière simple le problème de cette manière-là. Et je veux opposer cette notion de problème, qu'ensuite on peut étendre, compliquer, etc., je veux l'opposer à ce que c'est que de faire face à affronter une situation. Une situation, c'est tout le contraire, c'est quelque chose de personnel. La créature, l'abeille de Martin, c'est cette abeille-là. Elle est en train d'essayer de s'en sortir, c'est-à-dire de survivre, de trouver son chemin, de ramener le miel, ou enfin tout ce que doivent faire les abeilles. Et cette abeille-là, évidemment, elle fait aussi ce que font toutes les copines. Elles font toutes plus ou moins la même chose. Mais en ce qui la concerne, l'abeille de Martin, celle-là, celle qu'il a appelée peut-être, je ne sais pas, Joséphine, Joséphine, elle a son problème. Vous voyez, je glisse moi-même vers la notion de problème. Elle a sa situation à gérer le moins mal possible. Et donc, une situation pour moi, alors, passons au stade humain, parce que je ne suis pas spécialiste des abeilles, mais je réfléchis à l'intelligence artificielle qui est quand même une intelligence au sens humain. Eh bien, je dis qu'une situation pour un être humain, c'est pour moi, par exemple, j'ai en ce moment la situation d'essayer de m'expliquer le moins mal possible. Alors, je commence à fatiguer un petit peu, compte tenu de plein de choses, de la présence de Karine, des questions, de ce que vient de dire Martin, de l'environnement, de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc en ce moment, en ce lieu, en ce moment, je fais face à une situation. Et non seulement cette situation est donc centrée sur moi, elle est vraiment égocentrique, alors là, au sens plein du terme, mais elle est aussi personnelle au sens que c'est ma situation à moi. J'y suis engagé, c'est moi qui essaie de faire le moins mal possible.
Donc, faire face à une situation, c'est ça. Et pour moi, l'intelligence humaine, encore une fois, je ne suis pas possesseur du sens, mais je suggère qu'on considère comme sens central, sens noyau de l'intelligence, cette capacité de faire face à une situation. Donc voilà, alors que l'intelligence artificielle, et ce serait long à expliquer, je suis déjà trop long, l'intelligence artificielle, c'est comme un calculateur, c'est-à-dire c'est impersonnel. Une intelligence artificielle n'a pas d'enjeu, elle peut aussi bien rater que réussir, elle peut perdre une partie d'échec comme elle peut gagner la même partie d'échec, elle s'en fiche complètement, elle n'a pas d'enjeu personnel, ça n'a rien à voir avec sa survie. Moi, si je ne suis pas intelligent, je vais finir par tomber dans un piège et je vais perdre la vie, ou perdre la capacité de me reproduire, ou perdre la capacité de me nourrir. Donc, pour moi, c'est absolument essentiel. Pour l'intelligence artificielle, pas du tout. Une question pour Martin. Même s'il y a très longtemps qu'on étudie notamment les insectes sociaux, ça fait pas très longtemps qu'on accorde de l'intelligence aux insectes. Et voyez-vous une raison, telle résistance pendant si longtemps pour accorder de l'intelligence, notamment aux insectes? Pour reprendre le titre d'un ouvrage amusant de Franz de Waal, « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des bêtes ?» Et pour compléter la question, est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer comment vous avez réussi, vous, à approcher ces questions d'intelligence? Quel genre de protocole vous avez mis en place pour pouvoir élucider cette question de l'intelligence des insectes? Donc pour aborder la première partie de la question, pourquoi on est resté cantonné dans certaines réflexions plutôt anthropomorphiques quelque part, je pense qu'il faut parler aussi de l'histoire des sciences par rapport à l'étude du comportement, etc., et les questions qui étaient posées. Donc historiquement, on va dire que pour les insectes, voire pour plein d'autres animaux qui ne sont pas forcément invertébrés, il y a 100 ans, etc., on s'intéressait surtout à des actes réflexes, à ce qu'on appelle des taxis, c'est-à-dire à l'orientation vers la lumière, l'orientation vers l'intérieur de la Terre, etc. Et c'était tout ce qu'on essayait de comprendre chez des insectes ou d'autres animaux parce qu'on les considérait forcément limités, incapables de faire autre chose. Donc on a passé des années et des années à étudier ça. Sans forcément regarder d'autres aspects. Il y a quelque chose quand même qui est intéressant, qui montre quel est le sort de ceux qui essayent de sortir des sentiers battus. On a découvert récemment un scientifique américain, Charles Turner. Donc on a écrit un peu sur lui récemment, qui était le premier scientifique noir à avoir obtenu une thèse aux États-Unis. Et qui, on parle de 1914 à peu près, ou un petit peu avant. Et Charles Turner était quelqu'un qui était absolument révolutionnaire et en dehors de son époque, parce que, alors qu'on se limitait à étudier ce que je disais, si l'animal va vers la lumière ou non, etc., Turner, en 1914, commence à parler de, entre guillemets, intelligence des animaux, que ce soit vertébrés ou invertébrés, et essaye de faire des expériences pour prouver ça. Or, l'histoire a oublié tout à fait Charles Turner, du fait que, en fait, étant noir, il n'a jamais eu la possibilité d'obtenir un poste à une université américaine. Et il a fini ses jours comme enseignant dans une école à Saint Louis, aux États-Unis, une école qui était juste pour des enfants noirs, logiquement, parce qu'il n'aurait pu pas enseigner ailleurs, et où il a fini, il est mort très jeune, parce que bon, il souffrait beaucoup de sa situation, et pourtant il a laissé toute une série d'études absolument fabuleuses pour son époque, évidemment. Bon, aujourd'hui on pourrait les critiquer parce qu'il manquerait des contrôles, des choses comme ça, mais il y a des choses absolument fabuleuses pour son époque. Cet exemple, c'est juste pour dire qu'on était sur une tradition historique qui écartait en plus ceux qui pensaient un petit peu différemment. Par la suite, effectivement, on a changé un petit peu l'angle de vision pour arriver à dire que certaines espèces d'invertébrés pouvaient être des modèles, c'est-à-dire des espèces absolument géniales et utiles pour comprendre certains phénomènes liés à l'apprentissage, mais comme je disais tout à l'heure, pour des choses extrêmement simples.
Par exemple, l'aplysie, c'est un mollusque marin, donc a valu un prix Nobel à Eric Kandel, parce qu'il a compris par là des mécanismes neuraux d'apprentissage très simples. C'est-à-dire, on touche la queue, c'est-à-dire ce qu'on appelle la queue de l'animal, et l'animal va montrer une rétraction. Et si on la touche plusieurs fois, cette rétraction disparaît. C'est ce qu'on appelle l'habituation, c'est-à-dire un animal apprend qu'un stimulus répété et sans conséquence, finalement, n'est pas si dangereux ou si nuisible que ça. Et l'aplysie le fait, logiquement, on la touche, et finalement, elle ne montre plus de contraction. Et Kandel a pu montrer quels étaient les circuits neuronaux responsables de ça, comme d'autres capacités. Donc, on est arrivé à utiliser ces invertébrés, mais vous voyez, pour des choses liées à l'apprentissage, mais extrêmement simples. Et on est resté pendant des décennies, encore une fois, sur ce réflexe, que ce soit l'aplysie, que ce soit la drosophile, où on apprenait odeur veut dire choc électrique, point, c'est tout, etc. Et c'est après, où il y a ce changement de perspective, qui est arrivé parce qu'il me semble que c'est aussi le fait qu'il y a une ouverture d'esprit plus importante et certains chercheurs vont aller puiser dans les sciences cognitives des questions, des protocoles, etc., qu'ils veulent aussi voir si leurs animaux sont capables de faire. Et ça change un peu la donne. Donc il y a cette évolution des questions que l'on pose qui se fait au cours de l'histoire qui change aussi les perspectives. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, c'est une question que je vous pose, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que au début, on était quand même très dominé par cette vision hiérarchique avec l'homme tout à fait Absolument. Au sommet. Ensuite, il y a les grands singes, ensuite il y a les grands mammifères, puis ensuite les rongeurs, et puis ensuite les vers de terre, etc. Absolument, absolument. C'est une vision impérante. Il y a toujours des collègues qui pensent un peu comme ça, hein, donc, mais effectivement, tout à fait d'accord. C'est cette vision dominante qui met l'homme au sommet de cette conception donc, pyramidale, mais qui aujourd'hui est contestée quelque part. Je vais insister sur la deuxième partie de ma question. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples ou au moins un exemple d'un protocole particulier que vous mettez en œuvre avec les abeilles pour justement découvrir plus en détail leur mode Par exemple, ce protocole dont je vous ai parlé tout à l'heure de la règle d'équivalence, c'est-à-dire choisis ce qu'on te montre indépendamment de ce qu'on te montre. Ce qu'on avait fait, pour aller plus dans le détail de comment l'expérience est faite, c'est on entraîne une abeille à venir dans un labyrinthe en Y qui est dans le laboratoire. Vous me demanderez comment on fait ça. C'est simple, en fait. On va aller à l'entrée de la ruche et on met un petit plat de solution sucrée. Elles vont très rapidement détecter ce petit plat de solution sucrée. Elles commencent à boire et très gentiment, donc, vous les déplacez progressivement vers le laboratoire. Chaque fois qu'elles finissent de boire, ce qu'elles font, c'est des vols de repérage. Elles apprennent et mémorisent l'endroit où se trouve le petit pas de solution sucrée, ce qui leur permet par la suite de revenir au même endroit. Et ainsi de suite, vous les rapprochez jusqu'à la fenêtre du laboratoire et vous les faites entrer jusqu'à la labyrinthe en Y. Dans votre labyrinthe en Y, ce que vous allez faire, c'est à l'entrée du labyrinthe, il y a une paroi, et là, vous allez montrer l'image. Donc, c'est-à-dire une image avec un trou au milieu, par exemple un disque jaune, pour ainsi dire. Et c'est ce que vous montrez, et c'est l'idée étant, choisis ce que je te montre à l'entrée du labyrinthe, indépendamment de ce que je te montre. C'était ça la fameuse règle. L'animal passe par le trou, au milieu du disque jaune, et là, il a les deux bras du labyrinthe, et il voit, par exemple, jaune d'un côté et un disque bleu de l'autre côté. Puisque la règle est choisis ce que je te montre, indépendamment de ce que je te montre, si je lui ai montré du jaune à l'entrée, elle doit aller vers le jaune à l'intérieur du labyrinthe pour obtenir la gouttelette d'eau sucrée qui est la récompense qu'elle cherche. Elle s'en va, elle revient 5 minutes après, et après, à l'entrée, il n'y a plus du jaune, mais un disque bleu. Et cette fois-ci, il faut qu'elle comprenne qu'il faut aller vers le bleu, par exemple, pour obtenir la récompense de solution sucrée, puisqu'on lui montre du bleu à l'entrée. Donc c'est choisir ce qu'on te montre indépendamment de ce qu'on te montre. Mais pour montrer que cette capacité est vraiment abstraite et indépendante de ce qu'on lui montre, ce qu'on fait à un moment donné, admettons qu'elle maîtrise chaque fois qu'il y a du jaune, elle va vers du jaune, et chaque fois qu'il y a du bleu, elle va vers le bleu, elle arrive et on va lui présenter une situation absolument nouvelle et en théorie déroutante. Elle va voir non plus des disques jaunes ou des disques bleus à l'entrée, elle va voir par exemple un motif vertical blanc et noir, des raies verticales blanc et noir, ou des raies verticales horizontales blanches et noires. Donc l'animal, s'il voit un motif comme ça, vertical, blanc et noir à l'entrée, soit il est tout à fait dérouté parce qu'il voit ça pour la première fois de sa vie,
ou soit il décide de rentrer dans le labyrinthe où il y aura vertical d'un côté et horizontal de l'autre, et s'il a une règle, ayant vu vertical entrer, il va vers le vertical. Et c'est ce que les animaux ont fait, et s'il y avait horizontal, ils allaient vers l'horizontal. Donc, ce qui montre ce transfert de la règle vers des situations nouvelles et en dehors de la modalité sensorielle apprise. On l'a fait même avec des odeurs ayant été entraînées et ensuite présentées sur des couleurs et ensuite présentées avec des odeurs. Donc ça, c'est des protocoles, par exemple, qui permettent de mettre à jour ces capacités. Oui. Justement, il faut beaucoup d'ingéniosité, en fait, pour voir l'intelligence des autres. Oui. Alors, Daniel Landler, pour vous permettre de développer justement votre conception de l'intelligence centrée sur le concept de situation, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, dans votre ouvrage, vous dites qu'on ne peut pas objectiver l'intelligence de manière définitive, parce que c'est un concept à normativité forte? C'est ça. Ouais. Oui, alors ça, c'est un peu le dernier, la cerise sur le gâteau. L'idée est la suivante. Partons d'une situation très simple où, disons, la chose à faire est absolument claire et il n'y a pas vraiment de discussion possible. La chose intelligente à faire, et pas seulement intelligente mais courageuse, si vous voyez un petit enfant qui tombe dans un bassin plein d'eau, la chose intelligente à faire, c'est de la manière la plus rapide, efficace possible de le sortir de l'eau. Il n'y a pas de question. Vous dites, bon, ben, c'est comme ça. Et la tentation, c'est de dire qu'une action intelligente, c'est toujours quelque chose qui, de la même manière, ne se discute pas. Alors, c'est vrai pour les problèmes bien définis. Il y a une manière intelligente de calculer la dérivée d'une fonction. Enfin, en tout cas, peut-être pas intelligente, mais qui donne le résultat voulu. Il n'y a pas de doute, si la dérivée est bien la dérivée de la fonction, eh ben, ou le résultat d'une multiplication, on est content. C'est ça, mais c'est une illusion de penser que c'est le cas général. Le cas général est au contraire une situation dans laquelle la chose la plus intelligente à faire ou la chose intelligente à faire ne va pas de soi. C'est quelque chose qui se discute de la même manière que se discute, et je vais essayer de l'illustrer peut-être par un exemple. De la même manière, je veux simplement vous dire que vous connaissez déjà des exemples de normes fortes au sens qui vient d'être dit. C'est par exemple la norme éthique et c'est par exemple la norme esthétique. Ça n'est pas n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire toute action se vaut. Je peux aussi bien ignorer, écrabouiller l'être humain qui est sur mon chemin. C'est exactement la même chose, c'est des questions de goût et de couleur, que au contraire d'essayer de lui porter secours. Vous savez bien qu'il y a quelque chose qui est mieux que quelque chose d'autre. Mais vous savez bien aussi que les questions éthiques se discutent. C'est pas par hasard, elles se discutent chez soi, elles se discutent à tous les niveaux. Donc c'est quelque chose de tout à fait familier. Il y a des choses qui se discutent, dans lesquelles il n'y a pas une unique vérité objective, mais il y a quelque chose vers lequel on tend, et on y tend en débattant en nous-mêmes et avec autrui. Et de la même manière, pour l'esthétique, on ne va pas dire que c'est complètement arbitraire entre, je ne sais pas, le gribouillis d'un enfant et ce que fait un grand peintre. C'est pas arbitraire. Le grand peintre est un grand peintre. Mais en même temps, on peut discuter. Est-ce que c'est vraiment un grand peintre? Et puis ça peut changer. Donc, des normes fortes, vous en connaissez et vous y faites face constamment. Parce que vous êtes constamment en train de vous demander, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est beau? Alors, de la même manière, je dis qu'on discute, il faut discuter de est-ce que c'est intelligent ou pas. Et là aussi, est-ce que c'était intelligent par exemple, je vous donne un exemple tout simple, un peu caricatural. Certains d'entre vous dans la salle sont de bons joueurs d'échecs. Alors, appelons Pierre, l'un d'entre vous, qui est un bon joueur d'échecs. Alors, je rencontre Pierre et il me propose de jouer aux échecs. Alors, il se trouve que je suis complètement nul aux échecs, mais complètement nul. Je sais tout juste bouger les pièces, mais je suis complètement nul. Et ça se sait. Alors, quelle est la chose intelligente à faire pour Pierre? Évidemment, au premier degré, la chose intelligente à faire, c'est de me battre aux échecs. Enfin, il est intelligent, il a une intelligence échiquéenne, si vous voulez, et donc il me bat aux échecs. C'est son job, en quelque sorte. Mais attendez,
Ça dépend. Il se dit, mais attention, si je bats le professeur Handler va en concevoir du dépit. Il ne va pas être content. Et donc, si ça se trouve, c'est pas tellement à mon avantage, par exemple, ou c'est pas, au fond, j'ai pas envie d'humilier le professeur Handler parce qu'il est tellement nul aux échecs. Donc, je vais me laisser battre. Pas mal. Mais ensuite, il va dire, oui, mais le professeur Handler n'est pas complètement idiot. Il voit bien que je suis bien meilleur aux échecs que moi. Et par conséquent, il va dire, si je le laisse gagner, je le fais de manière condescendante. Et il va donc être doublement humilié que Pierre ne m'ait pas battu aux échecs pour épargner ma susceptibilité. Alors, l'exemple est évidemment très caricatural. Il faudrait rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus fin. Il faudrait que je trouve un exemple rapide à exposer. Là, il ne m'en vient pas tout de suite à l'esprit. Mais ce que je veux dire, c'est que la chose intelligente à faire dans une situation donnée, très souvent, la discussion se termine. S'il s'agit de sauver un enfant qui est en train de se noyer dans un bassin, bon, ben, la discussion se termine rapidement. Sauf peut-être qu'en vous occupant de l'enfant, il y a peut-être une situation encore plus grave qui est en train de se produire, ou peut-être il y a quelqu'un d'autre qui peut sauver l'enfant. Donc, il y a toujours une discussion possible, même si en pratique, cette discussion ne va pas se développer longtemps, parce qu'on a autre chose à faire que de débattre, etc. Même si en pratique, très souvent, et dans beaucoup de cas, ça s'interrompt, et on se met d'accord sur le fait que c'était la chose intelligente à faire, il est toujours possible de remettre en question une décision qu'on a prise, ne serait-ce que en passant d'une perspective de court terme à une perspective de long terme, ou en prenant en considération la situation dans un ensemble beaucoup plus large que simplement se focaliser sur cette partie d'échec. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que finalement, la clé de l'intelligence qu'on cherche, c'est-à-dire une sorte de formule qui dit, comme une preuve par 9, si vous voulez, qui dit, voilà, telle action, eh bien, c'est l'action intelligente à faire dans cette situation-là, une telle formule ne peut pas exister. Oui, merci, c'est très clair, effectivement. Martin Jurfa, peu de chemin parcouru dans l'étude des insectes. Je pensais à Maeterlinck et à sa vie des abeilles, sa vie des termites, sa vie des fourmis. Vous avez énormément fait progresser. Et vous avez notamment contribué à un ouvrage collectif sur la conscience animale. Y a-t-il une conscience chez les abeilles ? Même un peu plus loin, il y a un article qui est paru en décembre, qui a été publié par la Société royale, enfin peu importe, sur la personnalité des insectes, à savoir qu'ils ont étudié le comportement vis-à-vis de la piqûre des abeilles, et on a vu qu'il y avait des abeilles plus ou moins agressives, c'est-à-dire avec une personnalité. Jusqu'où irons-nous dans l'exploration de ces intelligences ? Irons-nous jusqu'à l'intelligence des végétaux, comme on en parle depuis quelque temps? Donc, il y a plusieurs questions là-dedans et pas facile. Donc, la question de la conscience, c'est une question hyper complexe quand on parle de conscience animale, parce que déjà, la notion de conscience est compliquée, puisque arriver à trouver un consensus pour une définition unique est à l'heure actuelle impossible. Donc, on parle de facettes de conscience et on essaye de décortiquer la conscience à partir de différents angles et problématiques et différents types de entre guillemets, notions de conscience. Par exemple, on peut parler de conscience de soi, moi-même, et par exemple, chez les animaux, il y a des tests comme le test du miroir qui essaye d'aborder ceci, quoique ce test est parfois contesté. Il s'agit tout simplement de mettre un animal sans qu'il s'aperçoive une tache quelque part, par exemple dans la tête ou ici, mais il pourrait le voir, mais peut-être dans la tête où il n'arrive pas à voir, et mettre l'animal devant un miroir et voir si l'animal, en voyant cette tache, essaye de l'enlever, ce qui implique effectivement qu'en voyant son image dans le miroir, il a une conscience que l'image, c'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est lui, et c'est pour ça qu'il essaye d'enlever sa tache de sa tête. Donc ça, c'est une façon d'aborder un problème. Et puis, il y a d'autres façons. Par exemple, ce qu'on appelle métacognition. Donc, c'est-à-dire la conscience de ce que je sais. Par exemple, si je peux poser la question à quelqu'un dans la salle, est-ce que tu es capable, ou
pas que tu es capable. Quelle est la probabilité que tu me donnes la réponse à la question suivante? Dis-moi le résultat, non seulement qui a gagné, mais le résultat du match final de la Coupe du Monde de 1978. Qui a joué et quel était le résultat? Et donc là, je ne vous demande pas le résultat, mais que vous me disiez la probabilité de répondre correctement. Donc quelqu'un va dire, ah oui, moi 100%, parce que je me souviens, moi 0%, j'ai aucune idée. Donc on est en train de faire une évaluation introspective de ce que l'on sait. Et donc il y a effectivement des façons aussi de poser ces questions-là aux animaux. Ce qu'on appelle des tests opting out, c'est-à-dire de s'échapper. On pose un problème à un animal, il fait un choix, s'il est correct, il est récompensé. S'il n'est pas correct, il est pénalisé avec quelque chose qu'il n'aime pas, par exemple donner de la solution amère, de quinine ou des choses comme ça. Et on va rendre les possibilités à choisir de plus en plus difficiles. Par exemple, deux couleurs qui commencent à se ressembler de plus en plus. Et à ce moment-là, l'animal a un gros risque de se taper une pénalité qu'il n'aime pas. Et on lui donne la possibilité de ne pas prendre un choix, mais de s'échapper du labyrinthe ou du dispositif pour ne pas montrer ou se prendre de la pénalité. C'est-à-dire que l'animal est en train de me dire « je ne suis pas sûr, je ne sais pas, et donc je préfère m'en aller et revenir plus tard ». C'est à peu près comme l'étudiant qui décide de ne pas aller à l'examen ce jour-là parce qu'il considère qu'il n'a pas étudié et qu'en faisant ceci, il est en train de faire une évaluation introspective. Non, je n'ai pas étudié, je n'ai pas les connaissances, je vais rater mon examen, donc j'y vais pas. Donc c'est exactement le même principe qui est appliqué dans ce type d'expérience. Donc ça, c'est juste deux facettes différentes, métacognition, conscience de soi, mais il y a plein d'autres aspects qu'on pourrait inclure là-dedans. Donc la notion de conscience est très compliquée, mais avec les exemples que je vous ai donnés, j'essaye de vous dire qu'on peut poser ces questions aux animaux. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas un consensus pour dire s'il y a une conscience animale, etc. On est en train d'avancer vers le fait de dire que dans certaines espèces, on peut identifier certains de ces éléments, mais de là, on est encore loin pour dire « Ah oui, il y a une conscience chez l'animal ». On peut dire qu'il y a métacognition, on peut dire qu'il y a ceci, il y a cela, mais peut-être pas une notion intégrale de conscience, parce qu'il faudrait faire plein de tests pour plein de capacités, donc c'est très compliqué. Juste pour vous dire, l'année dernière, il y a eu une déclaration qui est la déclaration de New York, qui a été beaucoup dans la presse, parce qu'il y a une dizaine d'années, je ne sais plus exactement, il y avait une première déclaration, c'était la déclaration de Cambridge. Cette déclaration avait eu pour but de dire attention, les animaux ne sont pas des machines, ne sont pas des robots, et il se pourrait que certaines de ces espèces soient douées de conscience, notamment des vertébrés, et particulièrement, éventuellement, d'autres espèces comme des céphalopodes, des poulpes, etc., mais pas plus que ça. Et là, donc, l'année dernière, on est revenu sur cette notion, parce qu'il y a tellement d'évidence qui s'est accumulée entre-temps, de nouvelles découvertes, etc., que la déclaration de New York a repris la déclaration de Cambridge et l'a élargie à bien d'autres invertébrés, non seulement insectes, mais crustacés, etc., avec le principe d'une notion de précaution. C'est-à-dire, la déclaration dit attention, il se pourrait que dans ces espèces considérées comme inférieures d'après cette organisation dont on parlait, il y ait quand même certains niveaux de conscience. Donc essayons, dans notre façon d'agir envers elles, de les traiter avec un principe de précaution. Donc par exemple, ne pas griller des homards vivants ou les mettre dans l'eau bouillante, etc., ou des choses comme ça, par un principe de précaution, parce qu'il pourrait avoir ce qu'on appelle aussi la sentience, c'est-à-dire des expériences subjectives comme la douleur, voire la peur ou des choses comme ça chez ces animaux. Donc ça, c'est pour la première partie de la question. La deuxième partie, c'était la personnalité. Ah, la personnalité. Voilà, oui, c'est un sujet très à la mode dans les études du comportement animal, notamment dans les études de cognition animale. On essaye de voir si effectivement il y a ce qu'on appelle un syndrome où des animaux, dans des tâches différentes, sont toujours, par exemple, ceux qui sont plus rapides, ceux qui sont plus lents, etc. On revient quelque part à cette histoire de certains qui sont plus doués pour des choses et d'autres non. Et effectivement, on retrouve ce même principe, c'est-à-dire moi j'ai eu une étudiante qui a fait une thèse là-dessus, encore une fois sur les abeilles, et elle a montré quelque chose d'assez fascinant, parce que quand vous voyez des abeilles dans une ruche, vous dites elles sont toutes identiques, elles sont toutes pareilles,
Et en fait, non, pas du tout. Il y a certaines qui sont particulièrement bonnes pour apprendre des tâches olfactives sur les odeurs et pas forcément bonnes sur les tâches visuelles, alors qu'il y a d'autres qui sont hyper performantes sur les tâches visuelles et pas sur les olfactives. Il y a d'autres qui sont particulièrement fortes pour des associations simples et qui peuvent réussir les tâches complexes dont on parlait tout à l'heure, mais avec des performances un petit peu moyennes, hein, alors qu'il y a d'autres qui sont hyper performantes dans les tâches complexes, etc., et n'ont pas le niveau d'efficacité dans les tâches simples. Vous voyez, il y a ce spectre de variation. Et peut-être c'est ça qui donne justement le succès d'une colonie, d'avoir des individus qui font bien ceci, d'autres qui font bien cela, etc. Donc je ne dis pas que ce soit le cas de l'espèce humaine, je me garderai de faire ces parallèles, mais en tout cas, dans ce cas-là, oui, on l'a vu. En tout cas, ça complique la vie des gens qui font un parcours sup pour les abeilles. Exactement. Alors justement, ça permet d'enchaîner parce qu'on voulait vous poser une question sur l'intelligence collective. Parce que c'est une autre manière de mettre l'intelligence au pluriel, en fait. Et c'est vrai que quand on pense à l'intelligence des insectes, comme les abeilles, les fourmis, quand on pense aussi à l'intelligence des plantes qui a été évoquée, on sait le succès qu'a eu l'idée que les arbres communiquent, par exemple. On se dit que ce sont des formes d'intelligence collective. Alors, est-ce que vous pensez que finalement, il faudrait admettre que toute intelligence est collective, ou au moins relationnelle ? Là, on va rentrer dans une discussion d'approche théorique, parce que, quand on parle d'intelligence collective, typiquement, les gens qui étudient ça, c'est ce qu'ils appellent ceci la cognition distribuée, par exemple, c'est ce qu'ils disent. Et les supposés de base de ces théories de cognition distribuée qui vont vers l'intelligence collective sont très, très différents de ce qu'on vient de dire tout le temps. En fait, ces gens argumentent, en général, je ne dis pas que tout le monde est pareil, mais l'argumentation de base est que les individus dans un essaim, dans un banc de poissons, ou etc., sont extrêmement limités dans leurs aspects cognitifs et qu'en fait, ils ont une perception très réduite de ce qui les entoure. Et en fait, ils vont avoir des réactions très très simples par rapport aux individus prochains. Et c'est à partir de ces réactions très simples qu'on va voir émerger un patron collectif hyper complexe, comme les mouvements des bancs de poissons, etc., qui sont parfois des vortex extrêmement complexes, etc. L'explication donnée par certaines de ces approches, où il y a beaucoup de modélisation mathématique, etc., c'est que le poisson X, il va juste se guider par les deux poissons qu'il a devant, il va essayer de suivre le mouvement, et c'est comme ça qu'on voit émerger un patron collectif, et le fait que s'il y a un prédateur qui arrive, il se divise, etc. Donc, ils expliquent ça par des notions extrêmement simples, des algorithmes extrêmement simples, alors que ce qu'on était en train de dire, c'est un peu l'inverse. On est en train de dire que ce n'est pas des petits robots simplistes, mais qu'il y a bien plus que ça. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des gens beaucoup discuté avec des gens qui viennent de ces approches d'intelligence collective, parce que dans l'institut que je dirigeais avant à Toulouse, il y avait toute une très, très forte équipe de ça. Et ce n'était pas des dialogues faciles, parce que vous voyez, on était en train de dire l'individu, pris en tant qu'individu, est en train de résoudre des problèmes déployant des capacités magnifiques, et eux disant, oui, non, il est extrêmement simple, à la limite, comme on disait tout à l'heure, frustre, mais avec 2 ou 3 trucs, on arrive à voir d'émerger des patrons collectifs. Donc, répondre à cette question, c'est délicat, parce que tout va dépendre de l'angle dans lequel se situe. Moi, je dirais dans tous les cas qu'effectivement, je suis d'accord, on peut voir émerger des patrons hyper complexes à partir de règles simples, mais ce n'est pas le tout de l'histoire. C'est pas le tout de l'histoire. Alors, je peux dire 2 mots sur Bien sûr, oui, ça vous est adressé aussi. Le pendant humain. Oui. Donc, l'intelligence collective est aussi un thème très à la mode en matière humaine. Et il y a un peu l'équivalent de cette opposition entre considérer, donc on a une population d'êtres humains, et donc on peut soit considérer que ce sont des systèmes cognitifs complexes qui réfléchissent, etc., et qui interagissent en discutant entre eux. Donc ça, c'est l'intelligence collective qui existe depuis les Grecs et même avant.
c'est l'intelligence collective. On se met à 5 à se dire bon, ben, il y a un problème terrible, c'est la sécheresse, on n'a plus d'eau, ou Dieu seul sait quoi. Il faut faire quelque chose. Donc les sages se réunissent et discutent entre eux en donnant des raisons de partir au sud, de partir à l'ouest, etc. Donc ça, c'est le modèle du système cognitif complexe qui interagit avec d'autres systèmes cognitifs complexes et pour quelque chose de traditionnel qui a fait toujours un petit peu quand même la gloire de l'esprit humain. On sait très bien que l'esprit humain s'élève à certains sommets grâce à la discussion, c'est toute l'histoire de la philosophie, etc., etc. Mais à côté de ça, il y a une autre forme d'intelligence collective humaine qui, au contraire, réduit en quelque sorte chaque individu à un signal qui peut dire oui ou non, où il peut voter pour X ou pour Y, sans du tout échanger avec son entourage de raisons d'être plutôt pour ceci, d'aller plutôt vers le nord ou plutôt vers l'est. Et là, de nouveau, il peut émerger de ces dispositifs d'intelligence collective aveugle, si vous voulez, où simplement les opinions des différents membres de la population sont simplement calculées, comme dans un système de paris, si vous voulez, un système de vote. Et de cela peut, dans certains cas, sortir des solutions qui sont meilleures que toute solution à laquelle un individu particulier de la population pourrait arriver. Donc ces procédures d'intelligence collective où on limite en quelque sorte ce que l'individu va fournir comme information à ses voisins, exactement comme dans les bancs de poissons, etc., peut donner des résultats extraordinaires, des résultats justement tout à fait qui dépassent, ce sont des effets émergents qui dépassent ce qu'on pourrait attendre d'un simple échange des raisons habituelles ou qui fonctionnent en général pas si bien que ça, parce qu'il y a toujours une grande gueule dans le groupe qui va imposer par son charisme, son autorité, sa brutalité, son opinion aux autres, et finalement, ce ne sera pas l'intelligence collective, ce sera l'intelligence du tyran. Merci beaucoup. Alors, on aurait encore d'autres questions à vous poser, mais on va laisser la parole au public. Vous avez peut-être des questions à poser. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Merci. Bonsoir. C'est plus pour Monsieur Jourfa, c'est ça. J'avais une question. On a parlé donc abondamment de l'intelligence, mais on n'a pas abordé pour moi la mémoire et aussi la transmission. Dans l'exemple que vous citiez avec les abeilles, est-ce qu'une abeille avec le labyrinthe en Y, est-ce qu'elle était capable, après plusieurs jours, de se souvenir de quelle était la règle ? Et est-ce qu'elle était capable de transmettre quelle était cette règle à une autre ou à des autres ? Ou est-ce que, par l'observation, les autres étaient capables d'apprendre la logique sans elles-mêmes être confrontées à ce problème ? Donc la première question est sur la mémoire. Et donc on va dire que la mémoire des insectes est archi-étudiée sur deux espèces en particulier, donc la drosophile et l'abeille. Ces espèces-là sont des véritables modèles, c'est-à-dire qu'elles sont étudiées dans plein de laboratoires du monde, parce que non seulement on a des protocoles pour caractériser cette mémoire, mais en plus, comme je le disais tout à l'heure, on peut aller dans le cerveau pour caractériser les réseaux et les mécanismes moléculaires de cette mémoire. Donc, pour revenir à votre question, oui, effectivement, les abeilles, les insectes ont des mémoires qui s'organisent comme les nôtres, c'est-à-dire qu'il y a des mémoires à court terme, des mémoires à moyen terme et des mémoires à long terme qui peuvent être récupérées plusieurs jours après l'apprentissage. Et ce qui est intéressant, c'est que les bases moléculaires de ces mémoires, puisqu'on connaît les cascades moléculaires, ressemblent beaucoup aux cascades moléculaires qui interviennent aussi dans nos différents types de mémoires. Pour les mémoires à court terme, il y a certaines cascades moléculaires, pour les mémoires à moyen terme, d'autres, et ainsi de suite. Pour les mémoires à long terme, on finit toujours par la synthèse de protéines pour créer des nouvelles synapses, etc. C'est les mêmes processus que chez nous. Donc, qu'est-ce que long terme, vous vous demanderez pour une abeille ? Sachez que ce qu'elle peut apprendre ce qu'elle apprend peut être récupéré du stockage, on va dire, du cerveau, voire 2 semaines après.
de ce qui a été pris. Si, évidemment, entre-temps, il n'y a pas d'autres informations qui ont été acquises, qui viennent prendre la partie importante de son comportement par rapport à ce qu'elle avait appris avant. Si effectivement on évite ceci, on montre effectivement que ces animaux ont des mémoires à très long terme, parce que si vous considérez que la durée de vie d'un insecte est de 2 semaines, dans certains cas voire moins, et que vous dites que cette mémoire peut durer toute cette vie utile, c'est quand même assez fantastique. Donc ensuite, vous avez parlé de transmission, oui. Donc, dans le cas de transmission, je pense que certains d'entre vous connaissent que les abeilles, encore une fois, sont particulières parce qu'elles ont cette fameuse danse. Ça a été découvert par le prix Nobel Karl von Frisch, qui a décodé entièrement sa danse. Cette danse-là, c'est des mouvements stéréotypés qu'elles font dans la ruche et qui indiquent aux autres qui sont là dans la colonie à suivre la danse la distance et la direction. C'est comme s'il disait il faut voler 350 mètres vers le nord-ouest et c'est là où tu vas trouver la source de nourriture. Donc, mais la question que vous aviez posée, je me souviens, c'était si elle pouvait transmettre la règle. Non, la danse simplement dit où il faut y aller, mais pas, elle n'est pas en train de dire oui, quand tu arrives là, c'est choisis ce qu'on te montre indépendamment de ce qu'on te montre. Ça, c'est pas possible. Néanmoins, on va vers l'autre partie de votre question qui est celle de l'observation. Oui, on a montré qu'effectivement, ces animaux apprennent par observation sociale. C'est-à-dire qu'il y a plein d'expériences qui ont été faites. Donc, on peut, par exemple, avoir une arène expérimentale avec des fleurs artificielles jaunes et bleues, et admettons que seuls les bleus donnent de la récompense alimentaire. Cet animal est entraîné, se pose seulement sur les bleus, s'en va et vient. Donc, on peut entourer cette arène, par exemple, de parois en plexiglas, et on peut permettre à d'autres abeilles d'arriver là, mais elles ne peuvent pas rentrer parce qu'il y a les parois. Seule celle qui connaît la petite entrée va aller là-dedans. Et on voit que ces abeilles observent celle qui est en train de butiner dans cette arène expérimentale, jusqu'au moment où on leur permet d'entrer. Et là, c'est bingo, parce qu'une fois qu'elles rentrent, elles ne vont pas au hasard, elles vont vers les fleurs bleues, parce qu'elles ont appris par observation de l'autre que c'est celle-là qu'il fallait choisir. Un autre phénomène intéressant par rapport à votre question de la règle, etc., c'est que c'est quelque chose qu'on a observé à plusieurs reprises, on a même quantifié, c'est que quand une abeille arrive au labyrinthe et qu'elle connaît la règle d'équivalence, choisis ce qu'on te montre, etc., c'est boum, ok, elle arrive, tac, elle regarde, tchouk, tchouk, boum, rentre et fait le choix et s'en va. Mais parfois, ce qui se passe, c'est qu'elle arrive avec d'autres abeilles. Elle recrute 2 abeilles par la danse et elles arrivent à 3 ou 4. Normalement, ce que vous faites, c'est rapidement vous excluez les 3 ou 4 parce que vous ne voulez pas qu'elles gênent ce que vous êtes en train de mesurer, c'est-à-dire l'activité de l'abeille entraînée. Ah, vous me direz comment vous la reconnaissez ? Parce qu'on l'a marqué avec un petit point de couleur sur le thorax, donc on sait ça, c'est mon abeille. Et donc toutes les autres, c'est des nouvelles invitées au problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand elles arrivent à 3 ou 4, l'abeille qui connaît le problème change tout à fait son comportement. Au lieu de boum, rentrer et faire le choix, elle s'arrête à l'entrée, elle tourne autour du disque qui est là avec le trou au milieu, elle prend son temps, les autres sont autour d'elle, elle rentre et au lieu de rentrer, zoom, aller, elle attend là au milieu du croisement du labyrinthe et ensuite elle y va. Donc, encore une fois, il n'y a pas un moyen de dire à la ruche, la règle c'est celle-ci, mais ces abeilles peuvent montrer aux autres ce qu'il faut faire. Voilà, il y a une autre question par ici. Merci. Oui, Monsieur Andler a voulu nous rassurer à propos de l'intelligence artificielle en disant que une machine ne se trouverait jamais en situation d'affronter une situation parce qu'elle n'avait en gros rien à perdre. Et d'un autre côté, si j'ai bien compris, on peut penser que le vivant développe des formes d'intelligence et de confiance. Les arbres communiquent entre eux et évitent... donc, l'intelligence est partagée par tout le vivant. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un moment où la machine serait alimentée par quelque chose de vivant ? Alors, oui, en un sens...
Il y a deux manières d'alimenter. L'une, c'est effectivement un système d'intelligence artificielle peut être alimenté tout simplement par un être humain et que la symbiose de la machine et de l'être humain constitue une sorte d'organisme augmenté, si vous voulez. C'est un système augmenté où il y a l'intelligence alors du vivant qui est dans l'être humain, dans l'opérateur humain, et qui se prolonge grâce aux capacités extraordinaires de résolution de problèmes, de calcul, de triage, etc., de la machine. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà, d'une certaine façon. L'autre idée, c'est qu'il va y avoir un influx biologique qui n'est pas celui de l'opérateur humain qui utilise l'intelligence artificielle simplement comme un outil, mais qui viendrait d'autres choses. Alors, il faudrait imaginer un organisme symbiotique, en quelque sorte, dans lequel il y aurait quelque chose comme non pas la vie, parce que c'est pas possible, mais peut-être un simulacre de vie artificielle, de biologie synthétique, qui donnerait l'équivalent, en quelque sorte, à un système d'intelligence artificielle, l'équivalent de ce qu'est pour l'être humain, donc la situation, la survie, etc. Il faudrait, en fait, de manière beaucoup plus simple, la manière la plus rapide d'explorer cette possibilité, qui est explorée effectivement aujourd'hui, c'est de dire, ce qui manque à un système d'intelligence artificielle, c'est un pur esprit, si vous voulez, c'est un pur intellect. Ce qui lui manque, c'est un corps. Parce que le corps, c'est le support de la vie chez l'être humain, mais ça peut être aussi le support d'une forme de continuité, d'identité, de personnalité chez une machine. Donc il suffit finalement, et c'est ce que pensent beaucoup de collègues, enfin beaucoup de gens travaillent dessus, il suffirait tout simplement de brancher sur votre système d'intelligence artificielle, plus ou moins tel qu'il existe aujourd'hui, sur un robot. Un robot avec des modalités sensorielles, avec des modalités motrices. Il aurait l'équivalent d'un corps. Donc du coup, cette intelligence artificielle serait, comme on dit, incorporée ou quel est l'autre terme? Embodied, incarnée, merci, ou incarnée, et qu'elle, du coup, connaîtrait quelque chose comme une situation. Elle en viendrait à s'inquiéter de son propre sort, de sa continuité, etc. Alors tout ça, c'est des spéculations parce qu'on est très très loin de ça pour l'instant. Il y a beaucoup de tentatives de brancher de faire de la robotique intelligente, où vous avez exactement ça, vous avez un corps de robot, vous avez une commande qui est un système artificiel intelligent. Pour l'instant, ça ne donne pas du tout ce qu'on attend, mais ça donne des robots qui sautent mieux, qui dansent mieux, etc. Et ce qui bloque en réalité, c'est que le corps, le rapport qu'il y a entre le système d'intelligence artificielle et le robot sur lequel il est branché, malgré les apparences, n'est pas de la même nature que le rapport qu'un être humain, qu'une intelligence humaine ou qu'une pensée humaine avec son corps. Vous êtes votre corps et vous avez votre corps, alors que le robot, lui, ou le système d'intelligence artificielle avec un robot, il n'est pas son robot, il a son robot qui n'est finalement qu'un organe de plus. Voilà. Ça... Oui. Si je percevais ces 37,5 degrés, j'étoufferais. Donc, je suis moi-même dans une certaine illusion consciente. Conscience illusoire, je ne sais pas trop. Mais est-ce qu'une machine ne peut pas finir par penser qu'elle a justement le même rapport avec sa propre réalité ? Oui, peut-être dans un scénario qu'il faudrait développer complètement, mais je ne pense pas que ça nous amènerait à l'idée l'idée que pour une machine, elle est dans une situation qui la concerne et qui s'inscrit dans une trajectoire qui commence à la naissance et qui se poursuit dans un projet, dans une direction. Ces machines n'ont pas de direction pour l'instant, elles ont encore moins une histoire,
sortie de la cuisse de Jupiter, si vous voulez. On va prendre une autre question, madame. Alors, c'est un témoignage. Je suis très surprise, monsieur Andler, d'avoir entendu que la communauté scientifique des sciences cognitives, notamment, boudait les intelligences de Gardner. Je travaille dans l'orientation professionnelle avec un modèle qui inclut les intelligences de Gardner, où des jeunes qui galéraient, par exemple, depuis 2 ans, vont se positionner sur des types d'intelligence. On va mettre ensuite en adéquation les savoir-être qu'on a trouvés avec les attendus d'un métier. On va arriver sur des schémas en radar et en 3-4 séances, le jeune se positionne de façon assez fine sur Parcoursup parce qu'on a réussi à définir en termes de métier, mettre en adéquation le profil avec le métier recherché. Alors pourquoi ce gap alors qu'au quotidien, il y a peut-être des enseignants ici, des instituteurs ou institutrices qui travaillent avec les intelligences de Gardner. Je crois que sur le terrain, on a quand même... voilà, c'est très aidant. Non, mais je vous remercie de cette objection. Mais bien sûr, je sais, il se trouve que je sais, pas simplement par culture générale, que la théorie des intelligences multiples marche très bien, effectivement, dans le domaine de l'orientation. C'est pas la première fois qu'une théorie qui, sur le plan scientifique, est sans grande valeur ou sans grande fécondité sur le plan scientifique, sur le plan pratique, convient tout à fait. Il y a toutes sortes de... L'alchimie, par exemple, ça tient plus la route en tant que chimie scientifique, mais cela dit, ça a orienté le travail des métallurgistes, des pharmacologues de l'époque, etc. Ça marchait pas mal, finalement, l'alchimie. Et donc, très bien, tant qu'on n'a pas mieux, travaillons avec l'alchimie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Pour moi, simplement, ça veut simplement dire qu'on a transformé et systématisé, ce qui est très bien, grâce à cette idée, ce schéma, on a systématisé des intuitions communes, si vous voulez, qui ne conduisent pas au-delà de ces intuitions communes, à savoir qu'il faut aider les enfants à trouver là où ils sont bons, quoi, tout simplement. Il faut les encourager. Alors peut-être ça les décomplexe. On leur dit, t'es pas stupide parce que tu n'arrives pas à résoudre un problème de mathématiques ou à mémoriser un texte, etc. Peut-être que c'est une bonne façon de les décomplexer en disant, tu as parfaitement le droit d'avoir ton profil cognitif à toi, si vous voulez. Et ça peut aider effectivement les gens qui font de l'orientation, etc. Comme on ne peut pas avoir 50 000 types de profils, si vous voulez, on en choisit quelques-uns et pourquoi pas tomber dans les cases de la théorie dans la théorie des intelligences multiples. J'ai pas véritablement d'objection. Mais l'idée qui a été contestée, mais encore une fois, là je suis un petit peu à la limite de mes compétences, je ne connais pas les détails, puis j'ai beaucoup oublié aussi, je dois dire, j'oublie un certain nombre de choses. Ce qui a été contesté, c'était qu'il y avait un mode particulier, bien défini, d'apprentissage, qui était soit le mode spatial, soit le mode ceci, soit le mode cela. Ça n'a jamais été véritablement établi par la psychologie scientifique, si vous voulez. Mais bon, il continue d'y avoir. C'est une de ces situations où il y a des controverses. Il y a une question au fond de la salle. Oui, bonjour. Alors, ma question, au final, elle va un petit peu rejoindre la précédente. C'était par rapport lorsque vous avez évoqué au début de la séance, vous savez, la définition de l'intelligence, qui est un mot du langage courant et donc du coup qui est devenu finalement assez flou. Effectivement, c'est que penser du lien que l'on fait souvent entre intelligence et réussite scolaire et puis réussite professionnelle, même si, bien entendu, des capacités cognitives qui sont bonnes ou très bonnes peuvent contribuer à la réussite scolaire puis professionnelle. Malgré tout, elle a peut-être il y a peut-être aussi certaines nuances à apporter, certains biais, puisque par exemple, il peut y avoir des enfants qui ont un quotient intellectuel élevé et qui sont malgré tout en échec scolaire. Il est aussi parfois admis que pour être un dirigeant, un grand chef, on ne lui demande pas toujours d'être le plus intelligent, mais de savoir décider rapidement. Et parfois, derrière, il y a d'autres personnes qui ne sont pas décideuses, mais qui font un travail d'analyse de fond
pour proposer les différentes solutions auxquelles le dirigeant va répondre et trancher. Voilà, quel lien peut-on faire et quelles seraient ses limites, ou ses nuances, peut-être pas ses limites, ses nuances, va-t-on dire? Alors là aussi, c'est une question qui est à cheval sur la sociologie, l'anthropologie, la vie pratique, l'organisation des professions, le choix des élites, etc. Donc des questions essentiellement sociologiques et puis des questions, disons, de psychologie. Ce qui semble certain, quoi que ce soit, pas très bien accueillis souvent par les publics français qui sont très hostiles au QI, au quotient intellectuel. En gros, le quotient intellectuel est un bon prédicteur de... Ça ne veut pas dire parfait, hein, tout ça est probabiliste, mais c'est un bon prédicteur de la réussite socio-professionnelle, de la longévité, de toutes sortes de choses. C'est comme ça. Et c'est probabiliste, mais incontestablement, c'est un bon prédicteur. Alors, probablement parce que les tests de QI, qui sont quand même devenus assez sophistiqués, qui ont une certaine robustesse, les capturent effectivement certains traits qui vont être très utiles dans la société, en tout cas dans nos sociétés telles qu'elles sont organisées. Ensuite, il y a la question de ce qui se passe dans des cultures très très différentes. Et là, à vrai dire, je sais qu'il y a des travaux, mais je ne les connais pas, je ne voudrais pas m'engager là-dessus. Mais dans nos sociétés ultra complexes, ultra spécialisées, etc., les tests de QI donnent une bonne prédiction sur la réussite. En gros, pour le dire très rapidement, y compris la réussite, comment dire, en matière de bonheur, de confort dans l'existence, etc. Pas simplement de devenir très haut dans la hiérarchie des CSP. Alors ça permet de faire un lien, une bonne transition avec un rappel pour conclure sur le Café Philo qui aura lieu demain matin avec Daniel Landler, justement, où on se posera la question, peut-on mesurer l'intelligence? Donc ça sera vraiment sur ce thème-là, si jamais vous avez envie de venir. C'est au Café Les Beaux Jours de 10h30 à midi et vous êtes les bienvenus dans la limite des places disponibles. Voilà, donc on va vous remercier. Merci beaucoup pour vos éclairages, c'est vraiment très intéressant.